Merci à vous d'être avec nous ce soir. Merci à Philippe Torreton d'avoir accepté notre invitation. C'est toujours un grand plaisir. Philippe Torreton, vous connaissez comédien, vous connaissez acteur. Vous aimez également écrire, ça on l'a découvert. On se souvient de Mémé qui était paru en 2017, qui a été un très beau succès d'édition dans lequel vous rendiez hommage à votre grand-mère, Denise, née en 1914 en Normandie. En 2018, vous publiez Jacques à la guerre, qui nous raconte les années de guerre de votre père. Cette fois-ci, vous nous proposez une fiction qui se déroule pendant l'entre-deux-guerres avec des personnages formidablement incarnés, ça j'ai déjà eu l'occasion de vous le dire et je vais le redire, et que l'on quitte à regret. Je vais faire juste une petite parenthèse avant de commencer ma première question, et ensuite je vous demanderai très vite si vous avez des questions également à poser à Philippe Torreton. C'est rare dans la vie d'une libraire, en l'occurrence la mienne, d'être cueilli par un livre. Moi, je lis beaucoup de livres, fatalement, c'est mon métier, et ça faisait longtemps que je n'avais pas été émue par un livre, par le récit, par le personnage et par le voyage qu'on m'a fait faire. Alors, rien que pour ça, j'ai eu l'impression, Philippe Torreton, d'avoir 15 ans quand j'ai lu votre livre, parce que ça a été vraiment l'émerveillement. Et je vous engage vivement à découvrir ce livre dont on va parler, on va en tout cas en dessiner les contours pour vous donner envie vraiment de le découvrir et de faire ce voyage que moi j'estime vraiment très réussi. Avant de parler de Jean Fournier, de ce personnage, quelle a été la genèse du livre ? Tout d'abord, merci de tout ce que vous venez de dire. Je crois qu'il n'y a rien que pour ça, je ne regrette pas d'être venu ici à Amiens aujourd'hui. Et je vous remercie d'être là, parce que je crois que c'est le premier rendez-vous de la saison, et ça fait très plaisir et ça me fait chaud au cœur de vous voir, et voilà, surtout par rapport à cet aspect-là de ma vie, l'écriture. Donc je suis un novice, même si ça fait plusieurs livres, mais on en parlait tout à l'heure, pendant cette longue ligne droite qui mène de la gare jusqu'ici, et c'est un parcours comme ça, par étapes, et une sorte d'itinéraire vers, oui, on peut dire vers la fiction, ma première fiction. Mon précédent livre avait été qualifié de roman, mais il avait une forte base biographique, comme vous venez de le rappeler. Mais disons que l'aspect roman était venu par le fait que je parle à la place de mon père. Donc de ce point de vue-là, c'est forcément une fiction. Et puis j'ai recollé, j'ai inventé des bouts qui manquaient. Voilà. Et mais là, c'est une fiction d'un bout à l'autre. Et le point de départ, je dirais que c'est une nouvelle de Jean Giono qui s'appelle L'homme qui plantait des arbres. Je ne sais pas si vous la connaissez. Elle est relativement connue, on va dire, même assez connue dans le monde entier, traduite. Et c'est une nouvelle que Jean Giono a écrite parce qu'il y avait une commande du Reader Digest de l'époque qui avait demandé à des auteurs de raconter en 12 feuillets leurs plus belles rencontres. Et donc, alors pour ceux qui la connaissent pas, en 2 mots, Giono nous relate une rencontre qu'il a faite en 1913, par hasard. Il se promenait sur les hauteurs dans le sud de la Drôme, début des Alpilles, un endroit désertique, sans arbres, sans rien. Et il avait plus d'eau, il savait plus où il était. Il tombe sur un berger qui l'accueille, qui lui donne de l'eau, qui lui permet de dormir, de se reposer. Et le soir, à la lueur de la bougie, il le voit trier des glands de chêne, comme si c'était des pierres précieuses. Et il élimine les véreux, ceux qui ont des petits défauts, il ne garde que les plus beaux, les plus parfaits. Il en fait 10 paquets de 10, et il rassemble tout ça dans un pochon en cuir, et il va se coucher. Et le lendemain, il le voit libérer ses brebis, et partir avec son petit pochon, et une barre de fer, et une gourde d'eau, et il le voit planter ses arbres, ses petits glands. Évidemment, on lui demande depuis combien de temps il fait ça, il dit, c'est depuis 5-6 ans, et il dit, vous faites ça tous les jours? Oui, et c'est à vous, cette terre? Il dit non, c'est pas à moi. Donc il fait ça, voilà, sur des terres qui ne sont pas à lui. Genre, faut bien que quelqu'un le fasse, quoi. Et après la guerre éclate, le narrateur, donc Giono, nous dit qu'il fait la guerre, et dans les années 20, il retrouve le désir
de voir un peu ce berger qui a continué, jour après jour, à planter des arbres. Et à partir des années 20, jusqu'à la mort du berger en 47, Giono nous raconte qu'il est allé le voir et qu'il a vu ce paysage complètement changer. Évidemment, les arbres d'avant 1913 sont devenus de grands et beaux chênes, l'eau s'est remise à couler dans les petites rues, dans les fontaines des villages abandonnés. Du coup, les chasseurs sont revenus, ont vu qu'il y avait du gibier, on parlait de cette forêt, de l'eau qui était là. Du coup, les paysans sont remontés sur ces terres jadis arides. Et Giono termine en disant que cet homme a accompli l'œuvre de Dieu. Et puis, la nouvelle a eu un succès fou. Giono a donné cette nouvelle à l'humanité, c'est-à-dire qu'il a considéré qu'il ne devait pas toucher de droit sur cette nouvelle, et que c'était sa façon à lui de planter des arbres, c'était de donner cette nouvelle à l'humanité. Et évidemment, tout le monde s'en est emparé, ça a été traduit en une trentaine de langues, et il y a eu un film d'animation avec la voix de Philippe Noiret, il y a eu plein de choses qui ont été faites, des spectacles, etc. Et moi, je gardais cette nouvelle dans le fond de mon cœur et de mon âme, en me disant, un jour, j'en ferai quelque chose. Et puis, j'apprends que, en fouillant un peu la biographie de Giono, qu'il a été obligé, devant le succès de la nouvelle, de reconnaître que c'était une fiction. Parce que beaucoup de gens cherchaient les traces du berger, puisque Giono précise bien, le localise bien, les hauteurs de Banon, tout ça. Donc et donc, beaucoup de lecteurs déçus de ne pas trouver de traces de Elzéar Bouffier, le nom du berger, se sont retournés vers l'éditeur en disant « mais qu'est-ce que c'est que ça ?» Donc Giono est obligé de dire « mais depuis quand on demande à un auteur si ce qu'il écrit est vrai ?» Ça l'a beaucoup énervé, et donc c'était une fiction. Et là, je me suis dit « mais c'est... Donc ça veut dire que le narrateur, le jeu de la nouvelle, peut être quelqu'un d'autre que Giono. » Et je me suis dit, plutôt que d'essayer d'adapter l'œuvre, ce qui a déjà été fait au théâtre, comme je l'ai dit, en film d'animation et tout ça, et si j'inventais la vie d'un autre narrateur, un monsieur, qui aurait été vraiment celui, le vrai homme qui a rencontré l'homme qui plantait des arbres, l'homme qui a vu l'homme qui plantait des arbres. Et là, tout est venu. Voilà. Et évidemment, cet homme a quelques points communs avec Giono, ne serait-ce que le prénom, il s'appelle Jean. J'ai mis Fournier parce que ça fait très auteur, je trouvais ça pas mal. Et parce que mon personnage essaye d'écrire, en tout cas il s'aventure dans l'écriture aussi. Comme Giono, il fait la guerre de 14. Comme Giono, il en ressort indemne, mais meurtri de l'intérieur, plus que meurtri, même chamboulé. Comme Giono aussi, pour en terminer avec les points communs, son premier métier, de travailler dans une banque, un petit boulot complètement inintéressant, archiviste. Sauf que Giono, c'est à Manosque, et moi je l'ai mis à Paris, au comptoir national d'escompte, qui deviendra plus tard la BNP. Et voilà pour les points communs. Et à partir de là, tout s'envole. Et donc j'ai voulu finalement adapter peut-être, qu'est-ce qui nous pousse à avoir envie d'imaginer ou de croiser, qu'est-ce qui en nous, comme ça, aimerait croiser un berger comme ça, qui plante des arbres, une sorte de facteur cheval de l'arbre, qui, arbre après arbre, avec une régularité comme ça, d'horloge suisse, et pendant toute sa vie, va planter. Et ça, c'est pour ça que je l'associe au facteur cheval, parce que lui, c'était des cailloux qu'il ramassait, et puis hop, il est cimenté, il a fait un palais idéal. Et je me dis que quand on s'attache à une tâche comme ça, et qu'on la mène à bien toute sa vie, un être humain, quel qu'il soit, peut abattre un boulot considérable. Et ça m'a toujours plu, cette notion-là, de ce que Brel disait quand il voulait... dans la radioscopie célèbre avec Jacques Chancel, il nous montre que si le talent c'est un don, il dit non, c'est pas un don, c'est toute une vie à user. Et j'aime bien cette notion-là, d'une vie à user au service de quelque chose. Et que c'est ça qui donne du talent. On peut démarrer mauvais et terminer très bon. C'est sur la longueur.
Voilà, la longueur. Alors bien sûr, il y en a qui commencent avec des outils un peu plus perfectionnés que d'autres au départ, mais ce qui compte, c'est la longueur, et c'est la régularité. Et ça va toujours, moi qui suis comédien, mais ne venant pas d'une famille de comédiens, qui suis maintenant auteur, puisqu'on me dit vous êtes un auteur, donc je prends. Je confirme. Merci. Voilà, mes parents n'écrivaient pas, personne dans ma famille n'a écrit jusqu'alors, et donc il y a toujours ce sentiment de comment dire, d'évoluer dans un milieu qui ne devrait pas être le mien, en fait. Voilà. De ne pas se sentir tout à fait à sa place, même si devenir comédien, c'était un rêve, écrire aussi, c'est un territoire de liberté que je découvre et qui me plaît par-dessus tout. Et voilà, toute ma vie, je pense que j'aurais jamais fini de batailler avec ce sentiment-là, de ne pas être à ma place. Et du coup, ces notions-là de régularité dans le labeur, ça me parle et ça me rassure, en fait. Je récupère de l'estime de moi en pensant ça. Voilà, c'est un peu ça. On va parler un petit peu de Jean Fournier, qui est quand même le héros central de ce roman. 5 ans de guerre, 2 bras, 2 jambes valides, une tête avenante, épargnée par l'obus et la baïonnette. Jean était un miracle après tant d'années passées dans l'infanterie. Sa prestance, sa politesse, son statut de héros discret et timide faisaient de lui un jouvenceau que les demoiselles regardaient avec des prunelles affamées de filles de lendemain de guerre. Moi, j'aime beaucoup la façon dont c'est écrit. On voit très très bien tous ces petits papillons qui tournent autour de Jean. Mais Jean, lui, vous le disiez tout à l'heure, il est revenu intact physiquement, mais fracassé à l'intérieur. Et il n'attend rien, il ne fait rien. C'est ce qu'il dit à un moment donné à sa femme, enfin Alice, qu'il m'a rencontré très vite après la guerre, mais il dit pour lui, l'espoir est une langue morte. L'espoir est mort à Verdun, en fait. Et que du coup, il n'arrive pas à être dans le temps présent. Vous savez, c'est ces gens à qui on a envie de faire souvent devant les yeux hey, t'es avec moi ou pas? Et il est jamais là, en fait. On sent que ses yeux ne sont pas là. Il regarde, il vous regarde, mais on voit que derrière ses yeux, c'est ailleurs que ça se passe, quoi. Et il dira même à Alice, j'ai toujours le sentiment que la vie se passe dans la pièce d'à côté. C'est-à-dire que je vous entends, mais de loin, et il n'arrive pas à être dans le premier degré de la vie, à avoir à s'inquiéter pour des conneries, à être, voilà, il est pas, c'est un syndrome qu'ont vécu tous les survivants, quelle qu'il soit l'horreur qu'ont vécu les gens, mais la première fois que j'ai lu ça, c'était chez Charlotte Delbo. Je sais pas si vous connaissez Charlotte Delbo. C'est parmi les choses les plus fortes que j'ai jamais lues de ma vie. Et je conseille à tout le monde aux éditions de Minuit sa trilogie, Auschwitz et après. Donc effectivement, elle a été à Auschwitz, Birkenau aussi, et elle en est revenue. Son mari n'est pas revenu, elle en est revenue. Et elle a écrit ça après. Et elle raconte que après la guerre, je sais plus combien de temps après, elle se remarie. Et la façon dont elle parle de son mari, on sent qu'il y a une distance. Pourtant, elle dit qu'il est gentil, il s'occupe d'elle, il est très prévenant. Mais c'est pas ça l'amour, en fait. Normalement, on peut presque pas dire de son conjoint, de sa conjointe, il est gentil. Enfin, c'est comme une distance comme ça. Et elle dit plus loin, ils ont eu un enfant. Elle dit, cet enfant, je l'aime, s'il lui arrivait quelque chose, je serais par terre. Et pourtant, il y a un voile noir entre lui et moi. Je n'arrive pas à être dans le temps présent avec lui. Je n'y arrive pas. Et ça m'avait impressionné, ça. Et du coup, je me suis dit, voilà, Jean, il a ce syndrome-là, de ceux qui sont revenus, et la guerre les empêche de vivre autre chose. Et c'est une thématique qui me... Alors évidemment, j'ai joué Capitaine Conan de Bertrand Tavernier, dont on parlait tout à l'heure, et à qui vous allez rendre hommage bientôt. Et où il est question de ça aussi, ce type qui fait la guerre comme un sauvage, et qui, à la fin de la guerre, il devient une sorte de tank rouillé dans un coin du jardin, et il va en mourir d'inutilité, en fait.
Lui, c'est parce qu'il a trop aimé faire la guerre. Mais ceux qui l'ont suivi, qui n'ont pas aimé et qui s'en sortent, trimballent avec eux quelque chose. Et je me suis dit, depuis le temps que j'étudie ça, enfin voilà, à travers ou les rôles, ou mes lectures, quand on compare notre société, comment elle est devenue, et je m'en félicite d'ailleurs, dès qu'il y a un problème, un accident terrible, un attentat encore plus terrible, etc., il y a des cellules psychologiques tout de suite qui viennent vous tenir la main et finalement mettre des larmes là où ça refuse de couler, mettre des mots là où ça refuse de parler, pour que tout de suite quelque chose se dise. Et les Israéliens d'ailleurs sont très forts pour ça, enfin sur ces cellules psychologiques, parce qu'ils reçoivent des requêtes tout le temps, donc ça traumatise les gens. Ils sont très avancés dans cette psychologie d'urgence, quoi. Et je me suis dit, mais quand même, entre la guerre de 14, entre la Seconde Guerre mondiale, la guerre d'Indochine, l'Algérie, la Corée avant même, plus les attentats, les opérations militaires, ce sont rien que pour parler des soldats, ce sont des millions d'hommes à qui on a dit, bon ben voilà, merci beaucoup, la guerre est finie, vous pouvez rentrer, faire des enfants et voter, et voilà, et devenir des citoyens comme les autres, sans rencontrer de psychologue, sans rencontrer. Et ces gens-là ont fait des enfants, qui ont fait eux-mêmes des enfants. Et nous sommes le fruit de tous ces gens-là, dans toutes les familles françaises. Il ne faut pas remonter très loin pour avoir un ancien combattant, quelqu'un qui est passé par là. Et après, on peut rajouter les civils, ceux qui ont connu, ceux qui ont subi, etc. Enfin, qui ont quitté les routes, qui ont quitté leur maison, qui ont fui, etc. Et pareil, tous ces gens-là n'ont pas rencontré de gens. Et quand on n'a pas la chance de faire un métier d'expression ou d'accéder comme ça à un niveau finalement où je crois beaucoup moi à la force de la culture pour ça, de voir des films, des pièces, des conférences comme non et tout ça, et puis on parle, enfin là c'est surtout moi qui parle, mais oui, c'est un faux dialogue en fait. On autorise quelqu'un à parler, moi je me tais, mais c'est comme si on parlait en fait. Et parle-moi de moi en fait. Merci beaucoup. Et c'est ça qu'on vient faire dans les théâtres. On vient se faire trahir, se faire choper par le rire, par l'émotion, par un concept, par plein de choses, par des impressions, mais on vient se décliner. En fait, le souhait du spectateur, c'est pas pourvu que je passe une bonne soirée, c'est pourvu qu'on parle de moi, de nous. Et c'est ça le rêve secret du spectateur. Et sinon, ça n'a aucun sens d'entrer dans un théâtre, s'il n'y a pas ça. Et on vient se décliner, en fait. Et si on n'a pas la chance donc d'accéder à ça, ça ne sort pas, ça ne s'exprime pas. Et je pense, dans les mots d'aujourd'hui, il y a, pas que ça, mais il faut regarder ce terreau-là pour comprendre la société d'aujourd'hui. Je pense que c'est parmi cette France un peu angoissée, consommante de psychotropes, etc. Enfin, je crois qu'on est des victimes de guerre de 2e génération, de 3e génération, de 4e génération, et on décline ça. Et donc c'est une thématique. Je m'éloigne un peu. Non, mais c'est pas grave parce que on va permettre de parler de ça et de parler de la reconstruction, voilà, de trouver une certaine raison de vivre via l'amour. Via l'amour, via Alice, donc qu'il va rencontrer, Alice qui appelle Jean mon silencieux, c'est tout dire, c'est-à-dire qu'il ne trouve pas les mots, Jean. Il a pas de mots. Alors il va écrire des poèmes, il va aussi, et ça va être lu au théâtre. Moi, c'est marrant parce que il y a des extraits donc de ces poètes, et je pensais alors pour ceux qui connaissent, les Soliloques du pauvre de Jean Rictus. Mais ce sont des invectives comme ça, et c'est assez puissant. Et je trouvais ça, enfin, bref, ça m'a fait penser à Jean Rictus. Il y a une thématique qu'on va retrouver dans tout ce que vous écrivez, c'est celle du courage. Ah bon ? Des petites gens qui ont leur travail quotidien, mais il y a le courage, de toute façon, que ce soit chez votre grand-mère, que ce soit chez votre père, et que ce soit chez Jean aussi, et les personnages qui sont autour dans le livre. Le courage est là aussi.
j'aurais pas pu le nommer comme ça, mais effectivement, quand vous venez d'un milieu populaire, vous accédez à Paris, voilà, vous faites le Conservatoire national, etc., etc. Vous travaillez des grands personnages, la littérature mondiale, et des rois, des reines, des princes, des amoureux, des trucs, enfin voilà, des grands bourgeois, des nobles, etc. Et vous dites, mais quand sont représentés les miens? Enfin, ils sont où? Et moi, c'est vrai que j'ai écrit Mémé, parce que pour moi, Mémé, il y a de la noblesse chez Mémé, il y a une grandeur d'âme, et je ne la trouve jamais, ou rarement, ou alors, les milieux populaires sont souvent déclinés dans la littérature sous l'angle du fait divers, de la pauvreté, de la brutalité, du manque, de la conquête sociale, de la lutte politique, etc., attouchement sexuel, enfin bref, l'alcoolisme. Mais moi, ma Mémé, rien de tout ça. Rien de tout ça. Simplement une vie de femme courageuse. Elle n'a rien inventé. Elle a pas créé un courant philosophique. Elle n'a pas fait la révolution. Elle a caché des gens pendant la guerre. Elle a élevé ses filles comme elle a pu. Et elle a planté des arbres. Ben, je trouve ça magnifique. Et on n'en parle pas. Parce que il n'y a pas de défaut. Enfin, il n'y a pas l'angle d'attaque, il n'y a pas le côté, voilà, qu'on pourrait éditorialiser à la faveur d'un thème à la mode aujourd'hui. Et je me dis que c'est pas une raison, en fait. C'est pas une raison. Et c'est pour ça que j'ai fait quelques pages aussi sur les parents de mon personnage, Jean Fournier. Ses parents qui sont agriculteurs, du côté de Manosque. Et cette scène que je trouve dure, où il doit... Parce qu'évidemment, alors je vais vous raconter des petites choses, un petit peu. Pas tout, mais il rencontre tout de suite après la guerre, donc il bosse au comptoir national d'escompte, et un jour de fête à l'intérieur du siège social de cette banque, qui est en plein essor et tout, grâce aux colonies, etc. Et il va rencontrer la fille du patron de la banque, du directeur, un certain monsieur Rostin, Alexis Rostin. Et ils tombent fous amoureux l'un de l'autre, tout de suite. Là. Et donc, en quelques instants, il va passer de petit archiviste qui bossait au 6e sous les combles à gendre d'un des plus gros patrons de banque de l'entre-deux-guerres. Et donc il va passer de fils de petits paysans du côté de Manosque à bourgeois, enfin la grande bourgeoisie spéculative, avec tout de suite l'hôtel particulier qui serait neuf pour eux, etc., etc. Et donc, il va être obligé de dire à ses parents qu'il se marie. Et je voulais écrire ce choc-là pour ces gens-là, de voir leur fils. Et je dis à un moment donné, ben voilà, ce que la guerre n'a pas réussi, ce mariage va leur enlever leur fils, en fait. Et ils vont quand même avoir le courage, c'est surtout sa mère, qui va imposer au père d'aller quand même au mariage, puisqu'ils sont invités. Monter à Paris et d'aller au mariage. Ouais. Avec Mémé, avec Jacques à la guerre, et avec une certaine raison de vivre, moi j'ai l'impression que vous êtes, ou que vous devenez, ou que vous êtes, un artisan qui remettez votre ouvrage tous les jours sur le métier. Vous creusez votre sillon, moi je vous le disais tout à l'heure, de livre en livre, l'écriture s'épaissit, s'élargit, et finalement, c'est ce qu'on vient de dire, vous donnez la parole à ceux qui n'en ont pas, à ceux qui n'ont pas de mots, soit parce qu'ils n'ont pas eu l'éducation, soit parce qu'ils n'ont pas l'audace de parler. L'oralité, c'est très difficile. Oui, et d'ailleurs, mon personnage va écrire, et ses premiers jets d'écriture, à part quelques poèmes, c'est, il va écrire les dernières paroles de soldats qui se meurent. Alors évidemment, c'est pas très vendeur dans l'entre-deux-guerres, c'est-à-dire que les jeunes comédiens avaient envie de tout jouer, sauf ça. Et c'est toujours pareil, dans les lendemains de guerre, on ne veut plus entendre parler de la guerre. D'où le problème des anciens combattants à dire, mais il n'y a pas d'oreille accessible. Quand bien même ils auraient les mots, il n'y a pas d'oreille, de toute façon. Et ben lui, il va décliner ça. Et ce que je voulais, j'y tenais, même si c'est pas facile à écrire, mais ce que je trouve c'est toujours facile, un auteur qui dit, bah, mon personnage a écrit un roman magnifique,
Et on n'a pas besoin de le prouver. Et là, je voulais montrer ce qu'il écrit pour que vous soyez à même de juger si c'est bien ou pas, ou est-ce que c'est normal qu'il soit pas édité, ou est-ce que vous dites, bah non, quand même, c'est bien. Et c'est John Irving qui faisait ça aussi, qui écrit dans certains romans ce que ces personnages écrivent. Et je trouve ça très honnête, en fait. Alors, j'ai pas écrit toute sa littérature, mais il y a des petits bouts de poèmes comme ça qui sont dévoilés. Et j'ai écrit trois ou quatre, je sais plus, 3 monologues que des comédiens vont essayer de dire et de soldats qui meurent, parce qu'il a dit justement, j'ai vu trop de gens mourir sans rien, sans personne, sans une main amie, une main infirmière, une main curé, une main copain, sans quelqu'un sans une paire d'oreilles pour entendre les pauvres derniers mots qu'on pourrait dire, ou simplement un râle. Et ça a beaucoup marqué aussi les soldats de la Grande Guerre, notamment de ces no man's land avec des plaintes constamment qui donnent envie, on en devient fou d'entendre ces râles de copains qui agonisent comme ça et qu'on ne peut pas aller chercher puisqu'on se fait tirer dessus. Donc, et lui décide d'écrire pour eux. Mais c'est vrai que, oui, moi je reviens à Mémé, mais j'aime bien. Une fois, ma Mémé, un dimanche, en jouant au Scrabble, me dit oh, j'aurais bien aimé faire du théâtre. Voilà. Et elle n'a pas rencontré le théâtre parce qu'il fallait traire les vaches. Donc, et depuis ce jour-là, je me dis, mais quand même, j'ai beaucoup de chance. Voilà. J'ai beaucoup de chance. Et j'estime que je me suis mis ça en tête. Mais c'est vrai que j'aime bien faire parler les gens qui ne parlent pas, en fait. J'aime bien, c'est un peu ça. Ouais, c'est vrai. Mais vous travaillez comment proprement. Proprement. Vos personnages, parce que je disais tout à l'heure que les personnages dans Une certaine raison de vivre étaient formidablement bien incarnés. Alors c'est très curieux parce qu'ils ont de la chair, ils ont de l'épaisseur, ils ont de la psychologie, et pour autant, ils sont quasiment pas décrits physiquement. Alice, on sait qu'elle est belle. Et Jean, on sait qu'il est intact physiquement. Mais après, on peut imaginer, ils sont blonds, bruns, on ne sait pas du tout. Donc, vous avez travaillé comment ces personnages, là, pour le coup, pour leur donner de la chair, encore plus de chair? Je sais pas, parce que j'ai pas de méthodologie, et j'aimerais pas en avoir une d'ailleurs, mais je travaille comme si j'étais témoin de ce que vivent les gens, les personnages, quoi, au moment où je travaille sur eux. Et j'essaye d'avoir une écriture, j'essaye, c'est même pas volontaire, en fait, j'écris comme ça, point. Mais j'essaye d'avoir une écriture à hauteur d'homme. Moi, j'ai horreur de la littérature où l'auteur nous montre qu'il sait jouer avec ses personnages, et qu'il en fait ce qu'il veut, etc., et qu'il nous les décrit. J'ai horreur des descriptions. J'ai été traumatisé à l'école, sûrement par ces longues pages de ces romans du 19e, où, avant d'en arriver enfin à un petit bout d'intrigue, il faut se cogner 100 pages de description de Notre-Dame de Paris, pour ne citer que Victor Hugo. Et c'est normal, puisque le cinéma n'existait pas. Donc, fallait bien donner au lecteur la vision. C'était un film, ces romans-là. C'était des films, c'était des longs métrages. Il fallait que le lecteur voit la rosace, tout, enfin les sculptures, etc. Mais depuis, le cinéma a été inventé, et nous avons un cerveau, enfin en tout cas un mode de fonctionnement qui va très vite. Donc si on est capable de se créer des décors, parce qu'on a tellement de références, d'images dans des fictions télé, cinématographiques ou ailleurs, ou que sais-je, ou théâtrales d'ailleurs, et bien sûr, et donc il suffit d'évoquer, et hop, c'est vous qui faites le travail. Et moi, en tant que lecteur, en plus, j'ai horreur qu'on me mâche le travail.
C'est-à-dire que je me fous du tissu imprimé, de la fille qui passe et qui... Sauf si ce tissu imprimé a un sens dramaturgique. Si, à cause de ce tissu, il va se passer quelque chose. Là, je veux qu'on me le... Bien sûr. Mais si c'est juste parce que l'auteur se fait plaisir, eh ben je m'en fous. Et non seulement je m'en fous, mais ça m'agace dans la mesure où ça m'empêche, moi, de rêver. Ça m'empêche de dessiner sa robe, de dessiner sa chevelure, d'imaginer son parfum. Et ça m'était venu une fois sur Jacques Alaguerre, pardon, je me répète, parce qu'on avait cette conversation tout à l'heure, une journaliste qui avait bien aimé mon livre et qui me dit « Ah là là, c'est formidable parce qu'à un moment donné, quand vous nous décrivez les rues d'Hanoï, on s'y croirait. » Et je dis, ça me touche d'autant plus que je ne décris pas les rues d'Hanoï. Donc, vous les êtes imaginés. Et elle m'a dit, ah bah oui, c'est vrai. Et en fait, ce que je crois, moi, c'est que, par exemple, là, tout de suite, on est sur une scène. Bon, je vais pas le faire, mais si je connaissais un texte par cœur, par exemple, une tirade de Cyrano ou d'Hamlet, si jamais je la dis bien, vous allez voir Hamlet. Et pourtant, je serai là, comme ça, il suffit, même si vous êtes encore là sur scène, rien que le fait de le dire et de le dire bien, et hop, c'est vous qui faites le costume, c'est vous qui faites le décor, c'est vous qui imaginez Polonius et Claudius derrière un rideau à écouter Hamlet dans Être ou ne pas être. C'est vous qui allez faire ça. Le théâtre, ça existe indépendamment de l'image qu'on peut créer. C'est le verbe. Au théâtre, c'est pas je pense, donc je suis, comme beaucoup d'acteurs chiants nous le martèlent, c'est je dis, donc je suis. C'est parce que je le dis que je suis. On vient pas payer un billet de théâtre pour voir un acteur penser. Je me fous de la pensée des acteurs. Et je me fous même de la pensée du metteur en scène. Je viens entendre un texte. Et un texte qui va me projeter quelque part. Et après, j'aime voir le travail du metteur en scène qui m'a amené justement à entendre ce texte d'une façon. C'est là où c'est un art, et loin de moi l'idée mais les mises en scène qui affichent d'abord leur pensée avant d'afficher le texte m'emmerdent. Et pareil pour l'écriture. Je crois que sinon le travail en répétition, par exemple, ne marcherait jamais. Quand on répète, on est en jean, on n'a pas les accessoires, on a une bouteille en plastique, c'est censé être du champagne, etc. Et pourtant, certains jours, vous regardez vos camarades répéter, et puis vous dites, mais c'est super. Donc ça prouve que le théâtre a fonctionné. Donc ça prouve qu'on n'a pas besoin du reste, en fait, dans l'absolu. Et on le fait parce qu'on se fait plaisir, mais sinon, on va mettre une vraie bouteille de champagne, ça va être... Voilà. Mais on n'en a pas besoin. Et une fois, j'entendais Michel Bouquet, qui était invité à France Musique, et il dit les premiers vers d'un monologue de Phèdre, enfin d'une grande tirade, c'est pas un monologue, une grande tirade de Phèdre. Parce qu'il relate le souvenir qu'il avait vu une vieille comédienne du Français qui en 44-45 faisait ses adieux au plateau, et donc ils avaient fait une soirée spéciale, et cette grande comédienne avait été connue notamment pour son interprétation de Phèdre, sauf que là elle en avait 82 ans, et elle s'asseyait comme ça, parce qu'elle n'avait plus ses jambes tout à fait, et lui, il était tout jeune, et il raconte que, alors que tous les autres étaient en pleine forme et essayaient d'incarner les personnages, elle était juste assise, et elle commençait à parler, non, en fait, enfin je ne sais pas le texte, et Michel Bouquet dit les premiers mots de Phèdre, comme ça. Et j'étais là, derrière la vitre du côté technique de l'émission de radio, et je me dis, mais en fait, il peut jouer Phèdre, en fait. J'étais captivé. J'aurais voulu que ça continue, ça pouvait le faire. Et donc je crois à ça. Le verbe nous fait planter un décor, nous plonge l'écriture retransmise. Et je pense qu'en littérature, c'est pareil. L'important, c'est d'être juste, je pense, dans ce que vivent les personnages. Mais dès l'instant où vous croyez à ces personnages, après, il suffit que je dise, ils se promènent dans Paris, là, le long d'un... Et puis, hop, vous imaginez Paris, etc., etc.
Je peux vous dire qu'Une certaine raison de vivre est un roman qu'on n'oubliera pas, qui vous laissera pas indifférent, et vous avez vraiment totalement en raison d'écrire. Là, vous ne vous trompez pas du tout, du tout. Déjà, vous savez, excellent comédien, mais moi je vous découvre de livre en livre meilleur auteur, plus large, plus accompli, et j'attends avec impatience, donc évidemment, le prochain. Merci à vous, Philippe Doreton. Merci beaucoup.